Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les décrypteurs. Pendant 1 heure, nous allons donc décrypter l'actualité de ce 27 avril. Mais avant cela, j'ai un message à faire passer. À Yom HaZikaron, journée du souvenir en mémoire des soldats tombés et aux victimes du terrorisme, je me suis rendue dans un cimetière militaire en Israël pour soutenir les familles endeuillées. Un moment fort que j'ai voulu partager sur les réseaux d'i24 News. Et puis, sous ma vidéo, un expert, un spécialiste visiblement de la vraie judéité. Il écrit, je vais vous le citer, « Quelqu'un lui dit à cette Romanichel qu'elle n'est ni sémite, ni considérée comme une vraie juive. » Alors je vous épargne évidemment les fautes d'orthographe. Je ne savais pas en tout cas qu'il existait un comité officiel de reconnaissance de la juiverie. Blonde, suspicion. Yeux verts, dossier à vérifier. Il oublie en tout cas que les Juifs ont été chassés il y a 2000 ans de leur terre, Israël, qu'ils ont dû fuir aux 4 coins de la planète, dont certains sont arrivés en Espagne. Ce sont les séfarades. D'autres sont passés par l'Europe de l'Est, les Ashkénazes. Et vous savez quoi? Il y a des Juifs noirs, oui, les Falachas d'Éthiopie par exemple, ou des Juifs indiens. What? Eh oui. C'est fascinant en tout cas de voir la variété d'antisémites qui sévissent dans le monde. Pour certains, je suis une sale juive qui veut dominer le monde. Pour d'autres, je ne le suis pas du tout. Je suis pire, je suis un imposteur. Presque une sale blanche colonisatrice. Dans les 2 cas, je n'aurai pas ma place ici en Israël. Alors je vais vous rassurer, et je vais rassurer cet internaute, je ne lui demande pas son autorisation pour être ce que je suis, ni son accord pour vivre sur la terre de mes ancêtres. Mais je l'invite tout de même à ouvrir quelques livres d'histoire. Oui, je sais, c'est beaucoup lui demander. Allez, on a du pain de plat sur la planche. Voici les sujets que nous allons décrypter. Au Liban, après les nombreuses violations du cessez-le-feu par le Hezbollah, ça a mené une vague de frappes contre des infrastructures de l'organisation terroriste. Parallèlement, et en raison de ces attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël, les restrictions ont été durcies dans cette région. Les célébrations de la fête de l'Ag BaOmer à Méron ont été annulées. Elles rassemblent chaque année des centaines de milliers de personnes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé ce matin en Russie où il doit s'entretenir avec le président Vladimir Poutine. Dans le même temps, le régime des Mollahs aurait proposé un compromis aux États-Unis, un accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz et surtout le report des discussions sur son programme nucléaire. Donald Trump doit réunir aujourd'hui ses conseillers pour décider de la marche à suivre. En politique israélienne, le nouveau parti Ensemble n'obtiendrait que 27 sièges selon le premier sondage après l'annonce hier soir. C'est moins que le total de Naftali Bennett et Yair Lapid pris séparément. Le Likoud de Binyamin Netanyahou est en tête avec 28 sièges et tout cela, c'est sans compter le mécontentement de certains partisans de Naftali Bennett qui ne s'attendaient pas à une nouvelle alliance avec Yair Lapid. Et pour analyser l'actualité du jour, je suis ravie d'accueillir nos décrypteurs, l'avocate Sarah Sialom, Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, et Raphaël Hassine, rédacteur en chef i24 News. Bonjour à tous les 3, vous allez bien? Tout va bien. Vous êtes bien installés? Très bien. Vous êtes prêts? Très bien. Oui. Bien sûr. Alors, on y va. On va prendre la direction tout de suite du nord d'Israël où l'on retrouve Mathieu Winding. Bonjour Mathieu, on peut dire aujourd'hui que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, ce n'est que sur le papier. Oui, bonsoir Mary, car en effet, les opérations de Tzal au sud Liban et dans la plaine de la Beka ont débuté en début d'après-midi, et ce pour plusieurs heures. En cause, les violations répétées par l'organisation terroriste du cessez-le-feu, les cibles des infrastructures de l'organisation terroriste, non seulement au sud Liban, mais donc dans la plaine de la Beka. Les objectifs de l'armée sont de neutraliser les infrastructures donc de l'organisation terroriste, à savoir les rampes de lancement de missiles à longue portée, les quartiers généraux de l'organisation terroriste, ainsi que des dépôts d'armes contenant des drones explosifs. Cet après-midi, d'ailleurs, l'organisation terroriste a lancé un drone explosif sur les troupes de Tzal, qui fort heureusement a été intercepté et n'a fait aucun blessé. Cependant, le Hezbollah continue de menacer. Naïm Qassem a même menacé d'utiliser une technique terroriste des années 80, les kamikazes. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a lui donné un chiffre édifiant. En 2 mois, le Hezbollah a lancé plus de 10 000 roquettes, drones ou missiles contre Israël. Et puis, face aux attaques du Hezbollah, l'unité du Front intérieur a décidé, Mathieu, de durcir les consignes de sécurité pour les localités à la frontière avec le Liban.
Oui, Mary, et par conséquent, les célébrations de Lag BaOmer à Méron seront donc annulées. Elles ne prendront pas la forme d'un grand rassemblement de masse. Chaque année, des centaines de milliers d'hommes se rendent à Méron pour célébrer le Lag BaOmer. Ces célébrations de masse qui se tiennent sur la tombe du Rabbi Shimon Bar Yochai sont donc annulées. Les festivités prendront une note symbolique. On ne connaît pas exactement la forme qu'elles auront, mais en tout cas, le Premier ministre a décidé qu'au vu de la fragilité du cessez-le-feu et de grands risques d'attaque du Hezbollah, on le rappelle, Méron, c'est à côté de la frontière libanaise. Donc les festivités de Lag BaOmer seront en comité très très restreint dans les localités du nord d'Israël. Donc les rassemblements de plus de 1500 personnes sont interdits, et on note également que les maires de certaines communes ont pris des mesures plus dures et ils ont carrément suspendu dans leur commune les activités scolaires. Merci beaucoup Mathieu Winding depuis Naharia, c'est à la frontière, tout près de la frontière avec le Liban. On revient en plateau, je vais commencer avec vous, Dov. On voit les festivités à Méron qui sont importantes pour le Lag BaOmer. C'est 500 000 personnes qui se rendent sur le mont Méron pour cette fête juive du Lag BaOmer. 500 000 personnes qui ne pourront pas se rassembler. On l'a déjà vu au temps du Covid, aussi au début de la guerre avec le Hamas le 7 octobre. Est-ce que finalement, prendre ce genre de décision, c'est pas quelque part plier face aux terroristes ? Alors, on peut le voir évidemment il faudrait à tout prix prendre des risques, et ça voudrait dire qu'on devrait prendre, au lieu d'avoir notre propre boussole interne, considérer ce que pensent nos ennemis. Mais en vérité, même ça, encore vouloir prendre le contre-pied systématique de ce que veulent nos ennemis, c'est encore une fois être managé par l'autre. Et le but du sionisme, le but du peuple juif qui revient sur sa terre, c'est évidemment d'être maître de son destin. Et là, c'est justement un acte de souveraineté. Je vais vous dire plus que ça. C'est plus qu'un acte de souveraineté face au Hezbollah. C'est aussi un acte de souveraineté par rapport à la population ultra-orthodoxe. Ça veut dire quelque part, d'abord, on se rappelle qu'il y a eu des débordements. Il y a eu, comme chacun sait, 45 morts, etc., par des débordements, des gens qui faisaient du n'importe quoi. Il est temps maintenant que l'État d'Israël, après avoir géré un peu ses frontières à l'extérieur, gère aussi la souveraineté intérieure. Ce qui veut dire qu'on va dire aussi aux gens, écoutez, c'est l'État qui décide. Nous sommes en période préélectorale, donc il faut bien comprendre que même ce message-là est un message sous un prétexte de sécurité et de bonneté pour les gens eux-mêmes. On a aussi un message de dire aux gens qui sont une grande partie de la population israélienne qui sont un peu en colère contre les ultra-orthodoxes, qui n'ont pas servi dans l'armée, qui n'ont pas pris sur eux le joug et le risque correspond du service militaire, de tout ce qui va avec. C'est aussi une certaine façon de dire, écoutez, c'est moi, Netanyahou, qui décide qui fait quoi, c'est moi le patron, et les ultra-orthodoxes sont mes alliés, mais c'est pas eux qui fixent leur agenda. Donc, c'est un tout petit peu, il faut recomprendre, c'est beaucoup plus, on n'a pas une seule équation à une inconnue, on a une grosse matrice avec 50 inconnus, et dans le Proche-Orient compliqué, et les choses sont des bonnes décisions, les gens pourront vivre spirituellement. Lag BaOmer, c'est un jour très important du dévoilement de la Kabbale dans le monde, c'est-à-dire la mystique, l'amour de Dieu infini pour le peuple juif, et ce Dieu qui c'est un Dieu d'amour, celui qu'on n'avait pas tellement entendu pendant une grande période de l'exil, et qui revient l'amour infini de Dieu envers son peuple. Et là, on va le célébrer chacun chez soi, ou en tout cas en petit comité partout en Israël. Et en sécurité, voilà. Et en sécurité, c'est évidemment le plus important. Alors, on l'a vu, Mathieu Winding nous l'a dit, Sarah, les habitants du Nord se retrouvent à nouveau sous le feu du Hezbollah. On va vous montrer des images. C'était hier, des enfants dans une école qui n'ont pas d'abri au moment d'une incursion de drone. Ce sont des images difficiles. On voit des enfants, je ne sais pas si on a les images, mais on voit ces enfants qui sont dans l'école, qui se protègent, qui s'allongent par terre, mais qui n'ont pas d'abri. Voilà, ils essayent, en tout cas, avec ce drone qui est au-dessus de leur tête, la sirène, évidemment, qui retentit aussi. Et donc, ces localités-là ont décidé qu'il n'y aurait pas d'école aujourd'hui. Vous avez fait votre aléa il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, il y a la résilience, évidemment, des Israéliens. Et puis, on vit comme dans deux pays différents. Dans le centre, c'est calme pour l'instant. On n'a pas de tir de roquettes ni de missiles. Dans le nord, c'est pas le cas. Quand vous voyez ces images, vous pensez quoi ? Effectivement, c'est très difficile à voir et ça rappelle une réalité qui est trop souvent ignorée de la part des commentateurs. C'est que le Hezbollah
prend des cibles civiles. On peut dire ce qu'on veut concernant les opérations militaires israéliennes sur la question de la proportionnalité. Il y a une réalité, ça avait été rappelé, c'est qu'Israël vise des infrastructures militaires. C'est-à-dire que les opérations militaires sont dictées par cet impératif de la protection de l'État d'Israël, parce que Israël n'a pas seulement le devoir, mais l'obligation de protéger sa population, y compris sa population dans le Nord, qui est malheureusement extrêmement exposée aux tirs. Ça a été rappelé, plus de 10 000 roquettes, missiles, drones. Le Hezbollah n'a que pour cible des civils, parce que finalement, le Hezbollah s'intègre dans l'architecture de la République islamique d'Iran, qui est un projet génocidaire, qui est l'éradication de l'État d'Israël et de sa population. Et finalement, lorsqu'on voit ces images d'enfants apeurés, c'est un rappel de cette réalité de l'agenda du groupe terroriste libanais. Alors justement, le Hezbollah vise aussi les troupes israéliennes qui se trouvent au sud Liban. On va en parler avec Mathias Inbar, notre spécialiste sécurité-défense. Bonjour Mathias. La véritable menace aujourd'hui, finalement, ce sont ces drones kamikazes qui ont déjà tué des soldats dans le sud Liban. Oui, malheureusement, et pas seulement ces drones, mais vous faites référence à cette scène complètement surréaliste. Moi, c'est la première fois que je vois une telle scène, en tout cas sur des terrains de combat que mène l'armée israélienne. Ça se passe au Liban pendant une séquence de secours où l'un des blessés sont en train d'être emportés dans un hélicoptère parce qu'il y a déjà eu un mort. Donc, côté israélien, on est en train de sauver les soldats et un drone suicide vient s'abattre à quelques mètres à peine du rotor de l'hélicoptère et des positions des soldats. Aucun soldat n'avait été blessé à ce moment-là. Ça s'est passé donc la veille. Et puis aujourd'hui, encore une fois, le Hezbollah qui use et abuse de ces drones suicides. De nouveau, des drones suicides qui se sont abattus contre les positions des soldats dans cette ligne jaune au sud Liban. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais pas seulement. Il y a eu également des drones d'attaque qui ont visé les soldats, également des roquettes qui ont visé les localités frontalières. Fort heureusement, elles ont été interceptées avant, mais cela veut dire vraiment que le Hezbollah montre très clairement qu'il ne veut pas de ces négociations, il ne veut pas de ce rapprochement entre Jérusalem et Beyrouth, et il fait tout pour entraîner Israël dans une spirale de combat. À l'instant, le ministre de la Défense vient de prendre la parole. Je ne sais pas si vous voulez éventuellement que j'en parle. Myri. Alors, en un mot, dites-nous ce qu'il a dit, Israël 4. Très rapidement, il a déclaré à l'envoyé spécial des Nations Unies au Liban qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que le Liban et tant que le Hezbollah joue avec le feu, et que surtout Joseph Aoun ne prononce pas les mots qu'il faut. Dixit véritablement cette phrase de Joseph Aoun tout à l'heure, où il dit que certains ne veulent pas de cessez-le-feu, certains c'est le Hezbollah, mais le président libanais ne veut pas prononcer le mot de Hezbollah. Merci beaucoup, Mathias Inbar, pour ces précisions. Raphaël, on sait que ce qui se passe au Liban dépend aussi de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, le régime des Mollahs, pour être plus exact, des négociations qui sont à peu près nulle part pour l'instant. Parce que l'Iran a présenté aux États-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre. Dans cette proposition, les négociations sur le nucléaire seraient reportées à une phase ultérieure. Ça, c'est des informations de nos confrères d'Axios qui citent un responsable américain et 2 sources bien informées. Les négociations diplomatiques, comme vous l'avez dit, sont actuellement dans l'impasse et les dirigeants iraniens sont divisés quant aux concessions à accepter sur le nucléaire. Alors la proposition iranienne permettrait évidemment de contourner cette question du nucléaire et de parvenir plus rapidement à un accord, mais la levée du blocus et la fin de la guerre priverait Donald Trump de tout moyen de pression dans de futures négociations visant à éliminer le stock d'uranium enrichi de l'Iran et à convaincre Téhéran de suspendre l'enrichissement, 2 objectifs de guerre primordiaux pour le président américain. Alors, selon 3 responsables américains cités par Axios, Donald Trump devrait tenir aujourd'hui une réunion sur l'Iran avec ses équipes chargées de la sécurité nationale et de la politique étrangère. Selon une source, les discussions porteront évidemment sur l'impasse des négociations et les prochaines étapes possibles. Dans une interview accordée à Fox News dimanche, Donald Trump a indiqué vouloir maintenir le blocus naval qui étouffe les exportations de pétrole iranien, espérant ainsi faire céder Téhéran dans les prochaines semaines. Et regardez cette déclaration d'Olivia Valls, porte-parole de la Maison-Blanche à Axios. Il s'agit de discussions diplomatiques délicates et les États-Unis ne négocieront pas par voie de presse. Comme l'a déclaré le président, les États-Unis sont en position de force et ne concluront qu'un accord qui privilégie les intérêts du peuple américain en ne permettant jamais à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
Et de son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, on va voir les images, est à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Raphaël. Je ne sais pas vous, mais si vous êtes en contact avec des gens à l'étranger, on nous demande tout le temps est-ce que Donald Trump va frapper à nouveau? Est-ce que c'est à ça qu'Israël s'attend? Moi, personnellement, on me le demande à chaque fois. Ne pas savoir ce que Donald Trump veut ou pas, c'est aussi une stratégie, d'après vous, en tout cas de votre point de vue, Sarah? Ça semble assez difficile de savoir parce qu'on ne peut pas sonder les reins et les cœurs. En tout cas, la question de savoir est-ce que c'est une possibilité qui est offerte à Donald Trump aux États-Unis, en réalité, oui. Il est important de rappeler que peu importe qu'on questionne la question de la licéité des opérations en Iran du point de vue américain, parce qu'il faut vraiment distinguer cette question du point de vue israélien, les deux États n'étaient pas du tout dans le même cadre. Il n'empêche que l'Iran, bien que disposant d'un droit à la légitime défense, a complètement outrepassé les limites de ce droit. Le détroit d'Ormuz, son blocus était complètement illicite du point de vue du droit international. Donc en réalité, il y a une possibilité qui est offerte à Donald Trump pour la reprise des opérations. Après, la question politique de la reprise, ça, c'est pas réellement mon domaine. En tout cas, on a vu beaucoup de choses se passer pendant cette guerre contre l'Iran. Vous avez un mot à dire? Allez-y. Voilà. Écoutez, je crois qu'on peut simplifier les choses et essayer de comprendre, même pour des gens qui ne sont pas spécialistes de géopolitique, avec la chose suivante. En vérité, ce qui se passe, c'est que Donald Trump a des élections de mi-terme, comme chacun sait, et que l'élection n'est pas très populaire aux États-Unis. Donc, je veux dire, excusez-moi, la guerre est pas du tout populaire aux États-Unis, et donc ce qu'il va devoir faire maintenant, c'est éviter la guerre. Ici, il pouvait arriver à faire tomber le régime, ou en tout cas l'affaiblir, et faire tomber et arriver à ces mêmes objectifs de guerre dont a parlé Raphaël, sans avoir besoin d'attaquer et de perdre à cause de ça des points, alors il le fera. Et si on regarde bien, les gens, souvent, en Europe, ont l'air de dire « nous avons affaire à un fou ». Évidemment, quand on est intelligent en stratégie, on ne dévoile pas ses cartes, on ne dévoile pas ses objectifs. C'est vrai aussi bien dans l'immobilier que c'est bien dans le monde de la géopolitique. Le point le plus important ici, c'est que, pour l'instant, il a réussi à transformer la peur a changé de camp. Le temps est avec lui. Time on us, comme on dit en anglais. Le temps est avec lui, alors que jusqu'à présent, l'habitude des Iraniens, c'était le bazar, c'était de négocier, de gagner du temps. Et là, tout à coup, lui, il a changé. Il avait fait la même chose d'ailleurs avec les Palestiniens. Ça rappelle, pour ceux qui connaissent un peu, la baie des cochons en 1961, puis la guerre la question des missiles en 62. À Cuba, où on a réussi à avoir ça, une désescalade. Donc on peut imaginer une désescalade grâce à cette méthode de Donald Trump qui est en vérité extrêmement sophistiquée. Oui, il va falloir évidemment attendre sa décision, mais effectivement, c'est une des analyses qui est proposée, qui est judicieuse d'ailleurs. Alors justement, on apprend par ailleurs qu'Israël a aidé les Émirats arabes unis au moment des attaques iraniennes contre ce pays du Golfe. On va en parler avec Gérard Vespierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et auteur de Vers la prochaine révolution iranienne avec un point d'interrogation. Gérard Vespierre, selon plusieurs sources émiraties, Israël aurait déployé un système d'hommes de fer et des soldats aux Émirats arabes unis pendant la guerre contre l'Iran. C'est une première hors de son territoire. Si cette information est avérée, quelle pourrait être la réaction du régime iranien aujourd'hui ? Alors, je pense que le régime iranien ne peut pas faire grand-chose de ça. Premièrement, parce qu'il y a une relation vraiment très étroite entre Israël et les Émirats et Israël. On a une très mauvaise connexion. Excusez-moi, Gérard Vespierre, vraiment une très mauvaise connexion. Je vous entends pas bien. Je vais retourner un peu en plateau. On va essayer d'arranger ça. Raphaël, on voit Israël qui aurait donc pas offert du tout, mais déployé un système d'hommes de fer avec ses soldats sur le terrain. C'est inédit et ça prouve aussi la coopération avec les Émirats arabes unis. C'est la concrétisation des accords d'Abraham qui dépasse largement le cadre commercial des échanges business entre les deux pays. Il y a une coopération également militaire, évidemment. Et on le voit aussi lorsque on voit le dessous des cartes. On sentait tout de même que les pays du Golfe faisaient pression sur Donald Trump pour maintenir les frappes, pour poursuivre les frappes contre le régime iranien. Ils ne peuvent pas l'affirmer à la face du monde, mais en coulisses, évidemment, ils étaient bien contents de voir ce régime iranien être affaibli par Israël
et par les États-Unis. C'est important de voir cette coopération avec les Émirats arabes unis, même si les pays du Golfe ont essayé de rester très neutres face à l'Iran, puisque c'est leur voisin, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas lequel des deux veut réagir. Non, bien sûr. Puis en réalité, Israël fait face à des armes de même nature que celles que les Émirats arabes unis ont eu à affronter. On en parlait, c'est l'usage massif des drones. Parce qu'en réalité, ce sont des armes aujourd'hui qui sont utilisées dans une multitude de conflits. On le voit au Congo, on le voit en Ukraine. Donc en réalité, Israël et les Émirats arabes unis font face au même type d'armes et c'est surtout au même ennemi. Parce qu'il faut quand même rappeler que les Émirats arabes unis ont été massivement frappés lors des premières semaines de la guerre. Et donc finalement, il y a un peu des intérêts qui se rejoignent et effectivement, c'est dans le prolongement des accords passés. Dov, on voit que des alliances se font et se défont avec cette guerre depuis le 7 octobre, finalement 2023, mais qu'il y a une coopération, même si parfois elle n'est pas très sur le devant de la scène, avec les pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis. C'est important pour Israël, parce qu'Israël n'est finalement pas si seul que ça. Voilà, en fait, si on s'aperçoit qu'on est quelque part, avant, Israël faisait partie de l'Europe, comme dans l'Eurovision ou dans la Ligue des champions en football, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'Israël est beaucoup plus proche aujourd'hui du Maroc, voire des pays du Golfe, d'autres pays. Et ce n'est pas la religion qui sépare. Au contraire, on est entre cousins un peu avec les différents peuples sémites de la région. Et puis, en fait, et l'Europe, par contre, est un peu sur la touche, justement, puisqu'on parle de football. Eh ben, ils sont un peu sur la touche. Et là, finalement, derrière, on est en train de voir un tissu, et c'est optimiste, et c'est quelque chose qui nous rassure, que par le Moyen-Orient, le Proche-Orient est en train de se rassembler avec des intérêts communs, de gens qui veulent la paix, la stabilité, et ceux qui sont des organisateurs de désordre, qui veulent le désordre et qui desservent les intérêts de ceux qui veulent l'ordre. Et malheureusement, l'Europe n'a pas encore compris ce genre de choses, mais on espère que l'Europe tirera les leçons d'une manière plus intelligente. Alors, c'est évidemment très intéressant, mais on est obligé d'avancer. Vous savez ce que c'est la dictature de la montre. On va se rendre aux États-Unis, où Cole Allen, qui a ouvert le feu à la conférence de presse de Donald Trump, doit être présenté au juge aujourd'hui. On va en parler avec Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Bonjour Antoine. On en sait d'ailleurs un peu plus sur ces tentatives d'attentat. Oui, le suspect sera présenté à un juge cet après-midi. Ça va se passer dans le bâtiment que vous apercevez derrière moi. Première comparution, première audience, très courte, très technique. On va d'abord s'assurer bien qu'il est représenté par un avocat. Et puis ensuite, on va lire et lui présenter les charges qui pèsent contre lui. 2 charges retenues pour le moment. Utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral avec une arme dangereuse. Des charges passibles de 20 ans de prison. Ensuite, il devra dire s'il plaide coupable ou non coupable, et puis le juge le renverra dans sa cellule où il restera incarcéré jusqu'à la tenue de son procès, un procès qui n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Cette audience ne permettra donc pas de rentrer dans le fond de l'affaire, il ne sera pas interrogé sur ses motivations ou sur ce qui s'est passé samedi soir. En revanche, ces motivations, elles apparaissent assez clairement aujourd'hui. L'enquête a progressé assez vite à ce sujet. Il faut dire que le suspect a laissé une lettre derrière lui, une lettre d'explication, de revendication, un texte dans lequel il dit qu'il ressent de la rage face à la politique menée par Donald Trump. Ses motivations politiques semblent donc évidentes. Sa sœur, d'ailleurs, qui a témoigné auprès des enquêteurs, explique qu'il avait fréquenté ces dernières semaines, ces derniers mois, un groupe d'extrême gauche. Mais dans ce manifeste, on ne comprend pas très bien ce qu'il reproche concrètement à Donald Trump. Sans le nommer, il évoque un président violeur et pédophile. Ça, c'est évidemment une référence à l'affaire Epstein. Cette affaire, en tout cas, cet incident pose des questions sur la sécurité autour de Donald Trump. Y a-t-il une faille dans le dispositif de sécurité? Donald Trump a été interrogé hier soir là-dessus. Il n'a pas vraiment répondu. Il a surtout expliqué qu'il fallait rendre hommage au Secret Service. C'est les policiers chargés de sa sécurité qui ont agi très rapidement et qui ont permis d'arrêter ce tireur avant qu'il ne pénètre dans la salle où se trouvait le président américain et de nombreux membres de l'administration américaine qui eux aussi, et ça c'est écrit dans la lettre de revendication du tireur, ces membres de l'administration américaine figuraient aussi sur la liste des personnes qu'il souhaitait abattre. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Sarah, vous vouliez réagir à cette tentative d'attentat contre le président américain? Bien sûr, c'est aussi rappeler qu'on parle de la question de la sécurité autour de Donald Trump, mais c'est aussi la sécurité autour des infrastructures américaines, parce que, pour rappel, il y a très peu de temps, il y a eu une tentative d'attentat terroriste
en France, à Paris, contre la Bank of America. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est dans les éléments, en tout cas, qui ont été publiés lors de l'instruction, c'est que ce serait lié à un groupe affilié à l'Iran, et notamment le groupe qui aurait commis d'autres tentatives d'attentats en Europe. Et donc, finalement, ça montre bien que les États-Unis sont aussi, finalement, les premières cibles, que ce soit sur leur sol, mais à l'étranger. Okay. On me dit que vous avez un problème avec votre micro, donc on a une pause. Vous allez pouvoir le régler. Vous restez évidemment tous les trois avec moi. On se retrouve juste après pour parler les retombées de l'annonce d'alliance entre Naftali Bennett et Yair Lapid, et puis aussi de la violence de la jeunesse israélienne, une violence qui s'explique notamment par le stress de 2 ans et demi de guerre. Restez avec nous. Chaque période, ses incontournables. Et c'est tant mieux, parce qu'avec les nouvelles catégories Vinted, vous pouvez acheter toutes sortes d'articles. Pour votre période tout en double. Votre période nuit blanche. Votre période paparazzi. De la mode enfant au livre à la déco, dénichez de bonnes affaires. Et faites place au renouveau. Vous le voulez? Achetez-le sur Vinted. Quand Mia et Maria profitent de leur journée, rien ne devrait les perturber. Mais l'une souffre de remontées acides et l'autre de brûlures d'estomac. Découvrez la double action Gavinium. Neutralise l'excès d'acidité et forme une barrière protectrice au niveau de l'estomac pour empêcher le reflux. Pour un soulagement rapide des brûlures d'estomac et remontées acides, Gavinium. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. L'État d'Israël annonce l'année Odioter Tov. 0% d'impôt sur le revenu pour les nouveaux Olim. Vous avez bien lu, 0% d'impôt sur le revenu pour les nouveaux Olim. Pour tous ceux qui feront leur Aliyah en 2026. En plus des avantages existants pour les nouveaux Olim en matière d'emploi et en général. C'est simplement Odioter Tov. 100% sionisme, 0% d'impôt sur le revenu. Maintenant, c'est le moment de faire son Aliyah. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Ofek Israeli. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. L'art de vivre à Tel Aviv. Whybox en redéfinit les standards. Whybox, votre nouvelle adresse en Israël. L'art de vivre à Tel Aviv. Whybox en redéfinit les standards. Whybox, votre nouvelle adresse en Israël.
Nous voici de retour pour la suite des décrypteurs. Avec moi toujours Sarah Sialom, Dov Maimon et Raphaël Hassine qui sont toujours là fidèles au poste. Alors on va parler évidemment de cette union hier. Il y a eu cette annonce qui a surpris jusque dans le camp de Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, fait alliance avec Yair Lapid. Ils ont créé le parti Ensemble, Beyachad, dans l'espoir évidemment de gagner les élections d'octobre prochain. Mais selon le premier sondage publié par le site d'information Walla, ils n'obtiendraient que 28 sièges, alors que séparément, ils en avaient 32. En face, le Likoud obtiendrait 27. Aucun des deux blocs n'obtient les 61 mandats nécessaires pour former une coalition. L'opposition menée par Naftali Bennett aurait 59 sièges, la coalition actuelle seulement 51. Alors, on le voit, le jeu des alliances, Raphaël, est important parce que rien n'est fait en Israël tant que ce n'est pas fait. Il y a le avant les élections, après les élections. Et puis, il y a une inconnue encore, c'est où ira l'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot, et tout le monde scrute. Lui, il va pouvoir faire pencher la balance. Évidemment, mais il faut se souvenir que cette alliance entre Naftali Bennett et Yair Lapid n'est pas nouvelle. Ils avaient formé une coalition gouvernementale. C'était le gouvernement qui précède celui qui est actuellement au pouvoir. Et il y avait une alternance, d'abord Naftali Bennett au poste de Premier ministre, puis Yair Lapid. C'est une alliance qui est assez logique quand on connaît le passif de ces deux hommes. Gadi Eisenkot, aujourd'hui, a fait un appel aux partis de l'opposition, dont les démocrates de Yair Golan, dont cette nouvelle alliance, et également avec Avigdor Lieberman, pour coordonner ensemble les grands thèmes de la campagne électorale et mettre en avant un agenda politique pour contrer le bloc de Benyamin Netanyahu, qui, je le rappelle, est composé du Likoud, des partis sionistes religieux et des partis orthodoxes. On voit bien déjà que l'agenda avancé par Naftali Bennett est un agenda qui parle à la population israélienne laïque, avec la possibilité d'ouvrir les transports publics le Shabbat pour les municipalités qui le souhaitent, l'ouverture du mariage civil aussi en Israël. C'est un agenda défendu par Yair Lapid depuis des années et des années en Israël. Donc, ce n'est pas très surprenant. Je ne vais pas faire de commentaires plus politiques que cela, mais simplement une analyse sur la communication de Naftali Bennett et la communication de Yair Lapid qui parfois me dérange un peu dans les termes qui sont employés. La volonté de guérir Israël, la volonté de soigner, la volonté de réparer. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il se présente un peu comme... c'est une communication qui rappelle presque celle de grands sages qui voudraient, il y a une population qui est malade, il faut soigner. Je trouve que c'est un peu en décalage avec ce que vit la population israélienne qui attend vraiment des propositions concrètes pour améliorer leur quotidien. Est-ce que la politique israélienne peut encore améliorer le quotidien des habitants? C'est ça qu'on attend aussi. C'est bien, vous me tendez la perche, merci Raphaël. Dov, on voit en Israël, c'est à la proportionnelle. Alors les Français ne connaissent pas très bien, mais en tout cas, il y a des unions avant, il y a des unions après les élections pour former une coalition, pour arriver à ces 61 sièges. Est-ce que justement le scrutin proportionnel en Israël n'est pas un peu arrivé en bout de course? On peut considérer que il y a les avantages de la proportionnelle, les avantages des modèles présidentiels, bien entendu, où celui qui rapporte la caisse rapporte tout. Il y a encore d'autres modèles dans le monde. Sachez qu'il y a des modèles où ceux qui gagnent vont avoir deux fois plus de points, par exemple. C'est des modèles qu'on connaît dans certains pays, ou au niveau municipal en particulier. Le modèle, on a vu qu'en France, le modèle aussi présidentiel, on croyait que à la fin, il va falloir monter une coalition, il faut aussi donner de la voix aux autres. Je voudrais simplement dire, si on suit maintenant les élections, on va avoir des renversements tous les jours et ça va être compliqué. Pour l'instant, si on regarde vraiment, je prends encore une fois une vision un peu en hauteur, ce qu'on s'aperçoit, qu'on n'a toujours pas de majorité à 61 membres. Et donc, pour l'instant, c'est pas évident. On a vu que, comme l'a dit Raphaël, au moment où il y a eu l'union entre Bennett et Lapid, finalement, il y a des gens qui sont vraiment de droite, qui n'ont pas du tout envie, et surtout les religieux de droite qui n'ont pas envie du tout de cet agenda qui serait plutôt laïque de Lapid. Eux ont quitté et finalement sortent du bateau. Donc on a quelque part, ils vont se retrouver peut-être chez Netanyahou, et peut-être que chez Netanyahou, les gens ne sont pas forcément contents de Netanyahou. En général, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du monde, après une guerre, on a un changement de régime. Donc normalement, on s'attend à ce que Netanyahou, et je ne suis pas prophète, mais je vous dis simplement basé sur beaucoup d'études, d'une part, on s'attend quand même qu'il va y avoir un renversement et que Netanyahou va être... Il est possible qu'on va avoir des gens comme Ordan, Edelstein, qui vont sortir du groupe de Netanyahou et qui vont créer une nouvelle droite anti-Likoud B. Vous voyez, quelque chose comme ça qui va se faire et les gens vont vouloir. Mais l'éléphant dans la pièce, et c'est surtout important,
c'est des ultra-orthodoxes. Je ne veux pas en parler trop, mais c'est quand même très très clair. En vérité, on arrive à une situation où il va y avoir quelque part une ligue anti-ultra-orthodoxe qui va se construire, et quel que soit le gouvernement qui va se faire. Et on va voir comment ça va aboutir, ça va avoir des difficultés d'accouchement, parce que c'est quelque chose qui est difficile, on est en train de changer la donne, mais il va y avoir quelque chose qui va se construire, où il va y avoir... De toute façon, le camp est passé à droite. La gauche n'a pas vraiment de chance de pouvoir construire une coalition, et dans ce camp de droite, à un certain moment, il va y avoir un groupe de gens qui vont se dire, écoutez, nous voulons un groupe de droite sans les ultra-orthodoxes, parce que c'est nous qui voulons établir, encore une fois, le chemin de la souveraineté d'Israël. Après une guerre, on est en train d'aboutir à quelque chose qui est une nouvelle naissance, la nouvelle guerre d'indépendance d'Israël, une nouvelle naissance de l'État d'Israël qui va justement pouvoir diriger le pays dans la bonne direction. Raphaël, vous voulez réagir? En quelques mots, il faut se méfier des sondages qui sont 6 mois en amont des élections. Bon, même la veille, on a déjà vu... Oui, mais on n'a même pas la constitution des listes, et on se souvient à une certaine période, Naftali Bennett très haut, et pour ceux qui connaissent vraiment la politique israélienne, à l'époque Moshe Feiglin, le parti Zéhout, il était très haut dans les sondages, il n'a pas passé le seuil. Naftali Bennett, c'est le champion des sondages d'ailleurs pour s'effondrer très haut, après. Et qui ne passe pas le seuil, effectivement. Alors on en vient à cette violence des jeunes en forte hausse en Israël, on ne sait pas si c'est un rapport ou pas, en tout cas dans la région de Tel Aviv, les chiffres ont presque doublé en quelques années, et les faits sont de plus en plus graves, comme ce jeune homme tué à Petah Tikva après une altercation avec des adolescents dans une pizzeria. Comment expliquer cette évolution? On en parle avec la psychothérapeute Sarah Abelansky. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut y voir une jeunesse en perte de repères ou finalement le reflet d'une société sous tension permanente? On est quand même depuis 2 ans et demi en guerre. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à Petah Tikva, ça a alerté le ministère de l'Éducation, qui a pris ça au sérieux et qui voit évidemment dans cet acte le problème des adolescents et de la violence, mais aussi un lien direct ou indirect avec la guerre. Est-ce que finalement, psychologiquement, cette violence devient quelque chose d'anodin pour ces jeunes? On a l'impression, parce que ce sont des adolescents, il faut le rappeler, qui ont attaqué donc un pizzaiolo, qui l'ont tué. Ce qu'on peut voir aujourd'hui chez les adolescents, c'est qu'il y a une banalisation de la violence. À cause parfois des réseaux sociaux où on voit beaucoup de vidéos violentes, et donc les adolescents voient ces vidéos et voient l'impunité qu'il y a, et aussi chez les adolescents il y a parfois une facilité à passer plus à l'acte parce qu'ils mesurent moins les conséquences des conséquences qu'on peut voir. Il y a aussi l'effet de groupe, ils sont aussi en groupe, faut préciser, et l'effet de groupe donne moins de responsabilités individuelles chez les adolescents. Alors le Premier ministre israélien a lui-même évoqué un rôle clé de l'éducation et des parents face à cette dérive. Selon vous, où se situe aujourd'hui la faille? Est-ce que c'est un manque d'éducation à la maison? Est-ce que c'est un manque peut-être d'intérêt pour l'école? La faille, elle est vraiment dans plusieurs endroits. Elle est à l'école. Elle est aussi le fait qu'on n'a pas pris assez en compte que là, on se retrouve avec des adolescents qui vivent depuis des années dans un pays en guerre, et donc on n'a pas pris en compte d'aider les parents qui sont souvent dépassés de la situation. On s'est retrouvé aussi avec des adolescents qui, aujourd'hui, parfois on peut se retrouver pendant des semaines sans école. Et parfois, vous savez, c'est l'école qui prévient les parents de la violence des adolescents. C'est l'école parfois qui pointe, qui montre aux parents, voilà, vos enfants sont violents. Et parfois, quand l'adolescent, lui, est dehors, les parents ne s'en rendent pas compte que leur adolescent peut être violent en société. Merci beaucoup, en tout cas, Sarah Abelansky, pour votre éclairage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, d'une Sarah à une autre Sarah, Sarah, on sait que la violence des jeunes, c'est malheureusement un phénomène répandu dans le monde. Et aujourd'hui, notamment en France, on parle beaucoup de violence de cette jeunesse. Est-ce que finalement, c'est cette génération aussi qui est exposée aux réseaux sociaux, où c'est quasiment l'impunité sur les réseaux sociaux qui finalement passe à l'acte? Juste avant de faire ma Alia, j'étais à un procès aux assises pendant une semaine pour justement un assassinat dans un contexte de risque. On en parle beaucoup en France du problème de ces violences entre bandes rivales, entre quartiers rivaux. Et ce qui est apparu lors de ce procès, finalement, c'était qu'on avait des personnes qui sont dans un environnement très particulier, déconnectés. Souvent, ils ne vont plus à l'école, ils ne travaillent pas et ils s'enferment un peu finalement dans le seul groupe auquel ils arrivent à se rattacher, c'est leurs copains. Et il y a tellement cette logique de groupe qu'ils arrivent à en oublier que pour une question d'habiter dans un mauvais quartier, on arrivait à ôter la vie
d'un jeune homme qui était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ce qui avait frappé lors du procès, c'est qu'il y avait après un peu une remise en question petit à petit, mais c'était une fois qu'on les avait sortis de cet environnement. C'est là où l'école a effectivement un rôle clé. On se rend compte que lorsque ces personnes sont mises, par exemple, dans des centres éducatifs fermés, je ne sais pas vraiment s'il y a un équivalent en Israël, mais qu'on leur redonne un cadre, finalement, les choses se passent beaucoup mieux. Et en plus de ça, en Israël, et c'est notamment ce qui a été soulevé par cette psychologue, c'est qu'Israël est un pays en guerre. Et c'est bien beau de parler de la belle résilience israélienne, mais ça dit quand même quelque chose lorsqu'un pays, en fait, s'habitue à cette violence, à voir des soldats mourir, à voir des missiles à sous-munitions exploser au-dessus de leur tête. C'est qu'en plus de ce problème, effectivement, on va dire qu'il y a un peu, qu'on perçoit un peu partout avec les réseaux sociaux, avec ce genre de choses, il y a en plus cette réalité en Israël où la violence, avec les attentats terroristes, c'est aussi une réalité quotidienne. Dov, on voit aussi que Benjamin Netanyahou a été très clair et le ministre aussi de l'Éducation israélien. L'école a un rôle à jouer, mais on sait aussi que le système éducatif en Israël, alors passons que pendant des semaines, il n'y a pas eu école à cause de la guerre, évidemment, et à chaque fois qu'il y a une crise, forcément, l'école ferme. Mais au-delà de ça, l'école n'est pas la même qu'en France ou en Europe. Les enfants se retrouvent quasiment livrés à eux-mêmes à partir de 13-14 heures. Absolument. Donc le modèle israélien, c'est le modèle anglophone, c'est le modèle où les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. L'école est là pour vous donner un certain message, des connaissances, et puis c'est les parents qui ont la charge. Et ça va bien pour les familles semi-petites bourgeoises ou bourgeoises, les parents qui peuvent avoir du temps, de la disponibilité mentale et de la capacité de l'argent, exactement. Et ceux qui n'ont pas cet argent et ces choses-là, alors là, ça augmente la disparité sociale, ou en tout cas les capacités de la promotion sociale, puisque l'école à plein temps, c'est là la solution qu'on a trouvée en France. C'est ça qui permet qu'on rentre à 8 heures, on sort à 6 heures du soir, après on n'a plus le temps de faire autre chose. Le modèle américain, c'est que les enfants, ceux qui sont riches vont aller faire du cheval et de la danse et du judo, et ceux qui sont pas, ils vont traîner dans les rues, et ça risque d'être terrible. Et donc c'est vrai que c'est un modèle où justement, peut-être justement les partis chasse, justement les partis religieux qui ont encouragé pour les familles défavorisées justement d'aller à une éducation pour une journée longue, et peut-être que c'est vers ça qu'il faudra tendre, en tout cas dans certaines régions. Et cette violence qu'on voit ici, c'est aussi une violence qu'on voit dans d'autres cadres. Vous en parlez souvent, les jeunes d'écolides. Bon, ça peut sortir comme ça sort à la guerre, ça sort ici, ça sort là-bas. Tout ça fait qu'on est quand même dans une grande cocotte minute en pleine ébullition. Il se passe quand même des choses. Il va sortir de très très belles choses, mais de temps en temps, il va y avoir aussi des bavures. Et là, on a une terrible bavure, insupportable, inacceptable. Raphaël, il y a aussi ce problème qu'en Israël, ailleurs aussi, on imagine en Israël, les deux parents doivent travailler souvent. Et donc, il n'y a personne pour rester avec ses enfants, ses adolescents, ses adultes en devenir. Bien sûr, s'il n'y a pas les grands-parents, un oncle ou une cousine qui a la possibilité de... Et on travaille très tard d'ailleurs aussi. Et on travaille très tard aussi. Même après la retraite. Donc c'est vrai qu'on voit souvent ces scènes de ces enfants qui sortent de l'école, qui sont seuls dans le bus, parfois très jeunes, qui rentrent et qui vont eux-mêmes chercher parfois leurs petits frères, leurs petites sœurs. C'est des scènes du quotidien qu'on voit en Israël. Il faut aussi préciser que ces jeunes-là, c'est aussi la génération Covid. Parce qu'avant le 7 octobre, il y avait une longue période sans école. 2 ans pour les collégiens et lycéens. Pendant le Covid. Donc là, ils sont dans un tunnel immense où leur éducation à l'école a été totalement perturbée. Dov parlait d'autres pôles de violence, mais aussi, il faut préciser qu'en Israël, il y a dans les stades, aux abords des stades, souvent des violences lors des matchs de football, lors des derbys de Tel Aviv, lors des matchs qui opposent le Beitar et Jérusalem avec d'autres équipes. Donc, il y a aussi cette culture-là de cette violence-là. Mais il faut tout de même rassurer nos téléspectateurs qui nous regardent depuis la France. On n'a pas peur de sortir son téléphone et de se le faire arracher comme on peut se le faire arracher dans certains RER et certains métros en France. On ne regarde pas derrière nous quand on est au téléphone ou si on a un sac ou une chaîne. On ne va pas se la faire arracher comme ça peut arriver dans des agressions du quotidien en France ou des attaques au couteau, etc. C'est très différent. On va dire qu'il y a une partie, malheureusement, de la jeunesse qui est hors système, que ce soit les jeunes des collines ou d'autres, ces jeunes-là qui sont hors système, et il faut les ramener vers le système. Effectivement, et c'est en tout cas ce que tente de faire l'école et les parents, avec beaucoup de difficultés parfois. Direction le Royaume-Uni à présent, avec cet avertissement de l'ambassade des États-Unis à ses ressortissants sur place. Elle leur a conseillé d'être sur leur garde quand ils se rendent dans des lieux de culte juif, des sites religieux et des centres communautaires juifs. La correspondance à Londres de Laura Calmu.
Exactement, l'ambassade des États-Unis au Royaume-Uni appelle ses ressortissants à la vigilance après une série d'attaques et de menaces visant des lieux liés à la communauté juive et à des intérêts américains. Concrètement, en fait, Washington demande aux Américains présents ici d'exercer une prudence accrue, notamment lorsqu'ils se rendent dans des synagogues, des centres communautaires ou des lieux fréquentés par des Américains. Cette mise en garde intervient dans un contexte tendu. On l'a vu ces dernières semaines, plusieurs incendies criminels ont visé des cibles symboliques à Londres, notamment le quartier de Golders Green, avec, rappelez-vous, ces ambulances d'une organisation juive qui ont été incendiées. D'autres tentatives ont aussi été recensées contre une synagogue à Finchley ou encore contre Iran International, un média iranien basé dans la capitale. Et puis, il y a ces menaces inquiétantes diffusées en ligne par un groupe présenté comme proche de l'Iran, avec un message très explicite: le temps est compté. Alors pour l'instant, il n'y a pas de victimes dans ces attaques, mais une montée des tensions qui est très surveillée par les autorités britanniques et désormais par les Américains eux-mêmes. Ouais, c'est triste réalité. Le Royaume-Uni n'est pas le seul concerné. En Italie, ce week-end, des Juifs ont été contraints de quitter un rassemblement qui commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été agressés verbalement et insultés jusqu'à ce qu'ils soient évacués. Sarah, on le voit en France aussi, partout. Là, ce qui s'est particulier en Italie, c'était des organisations juives qui avaient lutté contre le nazisme et contre la dictature en Italie, qui ont été sortis manu militari de ces rassemblements parce qu'ils étaient traités de sales juifs, de génocidaires. C'est un renversement de nouveau de l'histoire. Tout à fait. Et puis on a aussi vu des sortes de manifestations, même aux abords d'Auschwitz, avec un drapeau palestinien. Donc ça démontre bien que il y a une bascule. Le fait que je sois ici avec vous après mon alias, ça dit aussi quelque chose. Et pour vous faire une confidence, moi, à la base, mon alias, c'était pour des raisons identitaires et religieuses. Après le 7 octobre, il y a eu un sentiment d'urgence, où il fallait partir. Et pourtant, on va dire, je suis avocate, je côtoie certains milieux, je vivais dans le 16e arrondissement de Paris. Et moi, ce qui me marquait, c'est que même quand j'allais à la synagogue, j'avais l'impression d'entrer dans un aéroport, dans un bunker. Je veux dire, votre synagogue, c'est censé être un lieu de paix et vous y allez avec une peur au ventre parce qu'il y a notamment des agressions près de la Tour Eiffel. Et le moment pour moi, il y a vraiment une bascule, c'est quand ma mezouza, qui était à l'extérieur de ma maison, qui est le symbole de la protection du foyer, je me suis sentie l'obligation de la mettre à l'intérieur pour ma propre protection. Et donc malheureusement, je ne pense pas que les choses vont aller en s'améliorant. Il faut garder une forme d'optimisme et ne pas être complètement défaitiste. Mais en tout cas, en Europe, aujourd'hui, l'antisémitisme, non pas qu'il ait explosé parce qu'il existait déjà. Les gens ne sont pas réveillés soudainement avec la haine de leurs voisins juifs. Mais il y a un tel sentiment d'impunité dans le fait d'exprimer la haine du juif que ça peut effectivement beaucoup inquiéter. Et on le voit aujourd'hui dans les tribunaux, même en France, le nombre d'affaires en lien avec des agressions antisémites. Et je pense que ça va aller de mal en pis. Oui, Raphaël, on parle de l'Europe, mais il y a aussi les États-Unis, puis le Canada aussi, avec ces derniers chiffres qui ont été publiés, des chiffres effrayants au Canada. Et c'est aussi lié à une mobilisation pro-palestinienne, parce que le juif est assimilé à Israël directement. Par exemple, on va avoir une manifestation devant une synagogue, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et ils vont justifier la manifestation devant la synagogue parce que cette synagogue a accueilli un colloque sur l'Alia. Donc, la synagogue accueille un colloque sur l'Alia. Ils sont liés à Israël, donc on va faire une manifestation hostile à Israël devant la synagogue. Moi, je suis originaire de Sarcelles et je n'oublierai jamais le jour où on a vu les soldats de l'armée française débarquer dans notre ville pour protéger les lieux de culte. Alors, on appelle ça la petite Jérusalem à Sarcelles, ce quartier juif qui est d'ailleurs de plus en plus petit. Et il y avait un sentiment ambivalent entre le fait d'être content de se sentir protégé et de voir ces soldats patrouiller, mais d'un autre côté, se dire « nous en sommes arrivés là ». Et je parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, après les attentats de Toulouse. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le 7 octobre, il y a cette explosion-là. Et d'ailleurs, on voit les chiffres de l'ALIA qui corroborent à la hausse des actes antisémites. Alors, ça me fait sourire quand j'entends des Français, parce que moi, en Belgique, je n'ai jamais connu l'école juive sans des policiers et des hommes armés devant. Donc, ça date bien avant, parce que je suis plus toute jeune, malheureusement. Dov, on voit aussi que cet antisémitisme, il est entraîné par des personnalités publiques. Par exemple, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il y a une enquête récente
et vous souriez parce que c'est votre institut qui a mené cette enquête, qui met en évidence plus de 1000 déclarations anti-israéliennes. C'est beaucoup plus que contre l'Iran ou la Russie, par exemple. Tout à fait. Donc, c'était des choses qui étaient déjà connues et quelqu'un a rajouté un de nos commentaires en nous disant, écoutez, vous avez utilisé vos chercheurs en intelligence artificielle pour arriver à une chose qu'on savait déjà tous, que M. Guterres n'est pas totalement un grand ami des Juifs. Bon, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on a vu toujours. On sait le nombre, combien l'ONU n'est pas du tout un acteur neutre dans ce combat. Et on en parle dans différentes brochures, etc., dans différents articles. On a une situation qui va falloir repenser. L'ONU, qui était censé être ceux qui ont permis, en tout cas, la création de l'État d'Israël. Et puis, une fois qu'il a fini ça, peut-être qu'il a fini son rôle et il peut partir dans les poubelles de l'histoire. Peut-être il a été créé peut-être que pour faire ça, quelque part, si on regardait dans une vision métahistorique. Donc, on va avoir une situation qui attend. Ce que je peux vous dire, c'est que de nombreux services israéliens avec lesquels je travaille se prépare même à une grande vague d'Aliyah. Il ne s'agit pas de 2000, 3000 personnes. Peut-être qu'on va arriver à un point de bascule où les choses vont devenir tellement insupportables par les Juifs qui ont été rattrapés par le 7 octobre, rattrapés par leur identité le 7 octobre. Une partie, l'antisémitisme entraîne toujours une polarisation. Une grande partie des gens vont diminuer leur profil juif pour pas faire du malaise autour d'eux. Et une autre partie va se sentir rappeler leur identité. C'est cela qu'on va voir. Donc des forces vives du peuple juif. On s'attend peut-être même à 1 million de personnes. Donc, il s'agit vraiment d'un changement. Je travaille sur une étude en ce moment pour calculer l'impact économique et structurel sur l'État d'Israël de cette vague d'Aliyah qu'on attend. Et il est possible qu'elle va venir parce que ces gens qui sont des gens de chiffres, des gens qui ne sont pas du tout dans le sentimental et qui disent, l'Aliyah, c'est toujours une conjonction de facteurs répulsifs, facteurs attractifs. On risque d'avoir, tout simplement, malheureusement, les gens vont bouger à cause de l'antisémitisme et ça va devenir infernal. Là, on a vu le message des Américains qui tapent sur les Anglais parce qu'on est encore dans une guerre entre l'Europe et les États-Unis. Encore une fois, tout est utilisé dans tous les sens, c'est utilitariste. On va vers quelque chose où, en vérité, c'est pas mieux aux États-Unis. America is becoming Europe. L'Amérique est en train de devenir l'Europe avec 10 ans de retard. Donc, ceux qui viennent de l'Europe comprennent que ce qui va se passer, ce qu'on a vu en Europe et en Belgique, d'abord, puis ensuite dans les autres pays, on va le voir aussi aux États-Unis. Il s'agit d'une situation mondiale. S'il faut se rappeler quelque chose, peut-être un dernier mot pour ceux qui étudient l'antisémitisme. L'antisémitisme vient aussi par vagues. Alors peut-être qu'il va y avoir une vague qui décrit en vérité, qui est le symptôme d'un malaise dans la société. Dès que le malaise sera passé en France, dès qu'on aura passé la crise économique, la crise sociale, la crise culturelle, dans 150 ans, sachez que ça va se calmer et qu'il y aura moins d'antisémitisme en Europe. 150 ans, ça fait long, quand même. Nous, on ne le vivra pas. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est un tsunami. Vous n'allez pas me contredire, j'imagine. Sarah, et la bascule, peut-être, c'est pas uniquement l'antisémitisme des gens qui, évidemment, avec le 7 octobre, une digue s'est rompue, mais avec les déclarations aussi des présidents, des premiers ministres, des dirigeants mondiaux qui, finalement, alimentent, même parfois sans le vouloir, cet antisémitisme de la rue. Bien sûr, et c'est un très grand sentiment de solitude, moi notamment, que j'ai eu au lendemain du 7 octobre, un vrai sentiment de solitude. Et ce qui est effectivement inquiétant, on l'a bien vu à l'extrême gauche, où on s'est rendu compte que la haine du juif, même déguisée, devenait un argument électoral. Et je vais vous dire, le soir où j'ai vraiment compris qu'il était temps de partir, c'est quand, lors des élections pour l'Union européenne, il y avait eu une alliance entre le PS et LFI. Et je me suis dit, mais la haine du juif n'est plus devenue une frontière qu'on refuse de franchir. Ça dit quand même quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé du cordon républicain, du cordon sanitaire. On estime qu'aujourd'hui, la haine du juif, alors bien sûr, encore une fois, sous couvert de la haine d'Israël, mais on sait très bien ce que ça veut dire, parce qu'on n'a pas vu tout d'un coup une haine de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la haine du juif, c'est quelque chose auquel on peut s'accommoder. C'est devenu OK. Et même lorsqu'on a vu les résultats au municipal, etc., même pour les électeurs, c'est plus devenu finalement une sorte de barrière qu'on refuse de franchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et lorsqu'on s'accoutume à la haine du juif, que ça devient un argument électoral, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, à mon avis, beaucoup de mes concitoyens juifs français, c'est qu'il était temps de partir. Alors, on va donner une bonne nouvelle quand même, parce que ça fait du bien. Tel Aviv figure parmi les 10 destinations internationales les plus recherchées aux États-Unis pour cet été prochain. Pour l'été, là, juillet-août. C'est assez incroyable quand on pense qu'on est un pays en guerre. La Ville-Blanche est à la 6e place selon les dernières données publiées par Google via son service
Google Flight. Des Américains vont donc débarquer en Israël pour quelques semaines ou quelques jours de vacances. Ça fera du bien d'ailleurs au tourisme israélien. Et puisqu'on est au rayon des bonnes nouvelles, en voici une autre. L'escrimeur israélien Dov Vilensky a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe des mondes de 23 ans en épée en Italie. Son coéquipier Jonathan Messica est lui aussi monté sur le podium avec une médaille de bronze. Un beau doublé pour Israël dans cette discipline. Ça fait du bien d'avoir un peu de bonnes nouvelles après tout ce qu'on vient de dire. On voit que malgré cet antisémitisme, Israël continue de propager son aura à l'étranger. Merci beaucoup Dov Maimon, merci beaucoup Sarah Shalom et merci à vous Raphaël Hassine. C'est la fin des décrypteurs pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez à cette place Océane Nicole. Restez avec nous, l'information continue sur iTunes.